Les coups dans les murs. Adapté d'un podcast de Mr. Barlen. À l'automne 1986, Frank Bowen, accompagné de ses deux filles, Tina, 15 ans, et Karen, 9 ans, traverse une épreuve terrible. La femme de Frank et la mère des deux filles meurent brutalement d'un cancer. C'est évidemment une tragédie. Mais ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que leur mère travaillait. Et son salaire était essentiel pour faire vivre la famille. Du jour au lendemain, tout s'effondre. Frank, qui voudrait simplement rester auprès de ses filles pour les aider à surmonter leur deuil, n'en a malheureusement pas le luxe. Il doit immédiatement enchaîner les horaires tardifs pour maintenir la famille à flot financièrement. Résultat, à peine quelques jours après la mort de leur mère, Tina et Karen se retrouvent seules le soir dans une maison silencieuse et complètement brisée. Un soir d'octobre, alors que leur père travaille encore tard, les deux filles sont seules à la maison et elles ne pensent qu'à une seule chose, leur mère. Elles n'acceptent pas sa disparition. Elles veulent juste un contact, une preuve, un signe. Alors, en se préparant à aller dormir, l'une d'elles dit « J'aimerais tellement pouvoir lui parler. » Et puis, une idée surgit. Et si c'était possible? Les filles possèdent une planche de Ouija, un jeu, plutôt un outil, que certains utilisent pour communiquer avec les morts. C'est une planche avec des lettres, des chiffres, oui, non, et un petit pointeur appelé une planchette. On pose ses doigts dessus, et on pose des questions. Si un esprit est présent, il est censé déplacer la planchette. Tina et Karen descendent au sous-sol. Elles installent la planche, posent leurs doigts et attendent. « Maman, tu es là ?» Rien. Elle réessaie. « S'il te plaît, donne-nous un signe. » Toujours rien. Pendant plus d'une heure, elle pose toutes les questions possibles. Mais la planchette ne bouge jamais. Finalement, elles abandonnent. Elles sont déçues et vidées. Comme si on venait de leur rappeler, une fois de plus, que leur mère ne reviendrait pas. Elles rangent la planche, remontent dans leur chambre et essayent de dormir. La maison est plongée dans le noir, silencieuse, mais pas complètement. Un bruit. Un tapotement, quelque part dans la maison. Au début, elle n'y prête pas trop attention. Des bruits nocturnes, ça arrive. Le vent, une branche, une machine. Mais ce bruit-là continue. Il n'est pas régulier, mais il est constant. Comme quelque chose qui insiste. Karen, la plus jeune, commence à avoir peur. Elle quitte sa chambre, va voir sa sœur et lui demande « Tu entends ça ?» Tina acquiesce. Elles sortent dans le couloir, le bruit vient d'en bas. Elles s'approchent de l'escalier, elles écoutent. Et soudain, une pensée traverse l'esprit de l'une d'elles. Et si c'était maman? Et si la séance avait fonctionné? Et si elle essayait de leur répondre autrement? Alors, l'une des filles appelle. « Maman? C'est toi ?» Une réponse, immédiate. Les filles se figent. Puis, elles explosent de joie. C'est exactement ce qu'elles voulaient. « Maman, si c'est vraiment toi, donne-nous un autre signe. » Plus de doute. Elles sont convaincues. Elles sont en train de parler à leur mère. Excitées, elles descendent les escaliers, posent des questions. Même sans réponse claire, le bruit revient à chaque fois. Toujours ces 3 ou 4 coups, toujours quelque chose qui répond. Le bruit les guide jusqu'à la porte du sous-sol. Elles l'ouvrent, mais cette fois, elles hésitent. C'est censé être leur mère, mais quelque chose les retient. Alors, elles restent en haut de l'escalier, à parler, écouter, répondre, pendant près d'1 heure. Puis, plus rien. Le silence. Mais pour elles, c'est suffisant. Elles sont persuadées d'avoir vécu quelque chose d'incroyable.
Quand leur père rentre tard dans la nuit, elles se jettent sur lui. « Papa, tu ne vas pas nous croire. Maman est là. On a parlé avec elle. » Frank est pris de court. Mais il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ces deux filles heureuses. Alors, il joue le jeu. « Bien sûr, votre mère est avec nous. Elle vous protège. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, les filles s'endorment avec le sourire. Et ça, ce n'était que le début. Très vite, les coups recommencèrent. Au cours des jours suivants, le bruit des tapotements continuèrent dans la maison, mais cette fois, ils ne venaient plus seulement du sous-sol. On les entendait aussi dans la cuisine, parfois à l'étage, et semblaient se déplacer partout dans la maison. Étrangement, seules Tina et Karen les entendaient. Chaque fois que leur père était à la maison et qu'elle percevait ces bruits, elle l'appelait aussitôt, mais Frank, lui, n'entendait rien. Au début, il continua à faire semblant d'y croire. Il était persuadé que tout cela faisait partie de leur manière de traverser le deuil. Et tant que cela leur apportait un peu de réconfort, il n'y voyait pas de mal. Mais au bout de quelques jours, l'atmosphère changea. Ce qui, au départ, ressemblait à un signe réconfortant de leur mère, commença à devenir inquiétant. Les coups ne venaient plus surtout du sous-sol. Ils se manifestaient désormais presque exclusivement dans leur chambre, la nuit. Allongées dans leur lit, les filles entendaient des tapotements sous leur lit, dans leur placard et tout près d'elles. Et là, ce n'était plus rassurant du tout. Elles appelaient leur père, qui entrait dans leur chambre, fouillait un peu, inspectait les coins sombres, sans jamais rien trouver. Frank comprit alors que ce qui lui avait d'abord semblé être un mécanisme de défense devenait maintenant quelque chose de nocif. Ces filles n'étaient plus apaisées. Elles étaient terrorisées. Elles dormaient mal. Elles avaient peur de leur propre maison. Il essaya donc de mettre un terme à tout cela. Il leur dit qu'il n'y avait rien à craindre, que ces bruits étaient sûrement des sons normaux de la maison, qu'elles y prêtaient simplement trop d'attention, que leur mère était toujours présente d'une certaine manière, mais qu'elle n'était pas là pour taper dans les murs ou sous les lits. Mais les filles n'étaient plus d'accord avec lui. Elles lui dirent que ce n'était plus leur mère. Elles étaient maintenant convaincues que la séance avait bien fonctionné, mais qu'au lieu de faire venir leur mère, elles avaient attiré autre chose. Quelque chose de mauvais, quelque chose de malveillant. Frank refusa catégoriquement cette idée. Pour lui, ces filles s'enfermaient dans une peur née du chagrin, et plus elles en parlaient, plus cela prenait de place. La tension monta dans la maison. Les disputes commencèrent. Les filles soutenaient que les bruits étaient réels. Frank répondait qu'ils ne l'étaient pas, ou qu'ils étaient ordinaires, mais en aucun cas surnaturels. Au bout d'une semaine, Tina et Karen étaient devenues si effrayées qu'elles cherchaient toutes les excuses possibles pour ne plus rester seules à la maison la nuit. Elles essayaient de dormir chez des amis, n'importe où, tant qu'elles pouvaient éviter cette maison qui leur inspirait désormais uniquement de la terreur. Frank, de son côté, arrivait à bout. Il commença à leur dire que si elles n'arrivaient pas à sortir de cette obsession, il faudrait consulter. Qu'il ne pouvait plus laisser les choses continuer comme ça. Puis un soir, alors qu'elles n'avaient nulle part où aller, les deux sœurs restèrent seules à la maison pendant que leur père travaillait encore tard. Elles étaient dans la cuisine, nerveuses, quand elles entendirent de nouveau des coups. Cette fois, ils venaient du sous-sol. À ce stade, ces bruits n'étaient plus un choc, c'était devenu une présence familière, une présence dérangeante, pesante. Elle ne sursautait plus vraiment, mais elle savait que quelque chose recommençait. Et cette nuit-là, Tina prit une décision. Elle dit à sa petite sœur que leur père ne les croirait jamais tant qu'elle n'aurait pas trouvé d'où venaient ces bruits, et que si elle ne descendait pas vérifier par elle-même, personne ne le ferait. Karen fut horrifiée à l'idée de retourner au sous-sol, mais elle ne voulait pas laisser sa sœur y aller seule. Alors, Tina prit un couteau dans la cuisine. Puis elle ouvrit la porte du sous-sol, et les deux filles descendirent. En bas, le sous-sol était presque vide. Une machine à laver, un sèche-linge, quelques cartons, un espace humide, nu, pas grand-chose. Elle s'attendait à découvrir enfin l'origine de ces bruits. Un animal peut-être,
un raton laveur, quelque chose de concret, quelque chose qui prouverait qu'elle n'avait pas imaginé tout ça. Parce que pour elle, ces sons avaient toujours été réels. Et pourtant, il n'y avait rien. Rien qui puisse produire ces coups. Rien qui explique ce qu'elles entendaient depuis des jours. Après seulement quelques minutes dans ce vide oppressant, Tina murmura qu'il fallait partir. Tout de suite. Elles firent demi-tour et commencèrent à remonter l'escalier. Et c'est là qu'elles virent quelque chose qu'elles n'avaient pas vu en descendant. Sur le mur de l'escalier, écrit en rouge, il y avait ces mots. « Je suis dans ton placard. Viens me trouver. » Les deux filles furent saisies d'horreur. Elles se mirent à courir, bondir hors de la maison et foncèrent chez leur voisin en hurlant. Elles frappèrent à la porte jusqu'à ce qu'il ouvre, totalement abasourdi. Essoufflées, paniquées, elles essayèrent d'expliquer la séance, les coups, le bruit dans les murs, et maintenant ce message écrit dans la maison. Le voisin ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il vit immédiatement qu'elles étaient en état de choc. Il les fit entrer et leur dit qu'elles seraient en sécurité chez lui jusqu'au retour de leur père. Et un peu plus tard, Frank rentra enfin. Le voisin l'interpella aussitôt et lui raconta ce qui venait d'arriver. Frank demanda alors aux filles de rester chez le voisin, pendant qu'il allait vérifier la maison. À ce moment-là, il ne croyait toujours pas qu'il y ait quoi que ce soit de surnaturel ou de réellement dangereux chez lui. Pour lui, cela ressemblait encore à une prolongation de la crise que traversaient ses filles. Il entra donc seul dans la maison. Il fouilla partout et il ne trouva personne. En revanche, il trouva bien l'inscription dans l'escalier. Mais elle n'était pas écrite avec du sang, ni avec de la peinture. Et c'était du ketchup. Frank retourna alors chez le voisin et parla à ses filles. Il n'était pas en colère. Au fond, il se sentait même coupable. Il avait l'impression d'avoir laissé la situation dégénérer trop loin. Il leur dit qu'il savait qu'elles avaient écrit ce message elles-mêmes, que tout cela avait commencé comme une manière de se rapprocher de leur mère, mais que maintenant, c'était devenu malsain. Qu'elles s'étaient convaincues que la maison était hantée et qu'il craignait sérieusement que le chagrin soit en train de les pousser à faire des choses qu'elles ne contrôlaient plus. Puis il ajouta qu'à partir du lendemain, elles commenceraient un suivi psychologique pour leur deuil, qu'il aurait dû y penser plus tôt, mais que maintenant, il fallait agir. Les filles, elles, savaient qu'elles n'avaient rien écrit sur ce mur. Elles savaient aussi que leur père ne les croyait absolument pas. Et dans leur détresse, une autre pensée commença à s'installer. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'elles étaient si bouleversées qu'elles se persuadaient elles-mêmes de choses qui n'existaient pas. Alors, vulnérables, épuisées, elles finirent par accepter. Et dès le lendemain, elles commencèrent une thérapie du deuil. Presque immédiatement, tout s'arrêta. Les coups cessèrent, les messages disparurent. La maison retrouva son calme. Du moins, pendant un temps. 3 semaines plus tard, au début de décembre, la maison Bowen était redevenue parfaitement tranquille. Plus aucun bruit, plus aucun incident, tout semblait enfin normal. Et ce soir-là, Frank, ses 2 filles et une amie de celle-ci, Kathleen, rentrèrent ensemble après une sortie. Il faisait nuit. Frank monta sur le perron et au moment d'ouvrir la porte, il jeta un coup d'œil à l'intérieur par une fenêtre. Plusieurs lumières étaient allumées. Des lumières qu'il ne se souvenait pas avoir laissées allumées avant de partir. Il trouva cela étrange, sans plus. Il déverrouilla la porte, l'ouvrit et resta figé. La télévision était allumée. Une radio jouait, et le mobilier du rez-de-chaussée avait été déplacé. Pas de façon spectaculaire, mais assez pour qu'un homme connaissant parfaitement sa maison comprenne instantanément que quelque chose n'était pas à sa place. Frank regarda derrière lui vers les filles. Pendant un instant, une idée absurde lui traversa l'esprit. Aurait-elle recommencé? Mais impossible. Elles avaient été avec lui tout ce temps-là. Et pourtant, au lieu de reculer et d'appeler la police, Frank entra. Comme hébété, il commença à parcourir la maison presque machinalement. Il éteignit la télévision, coupa la radio, observa les meubles déplacés sans vraiment savoir comment réagir. Tina, Karen et Kathleen restaient derrière lui, terrifiées. Ils fouillèrent le rez-de-chaussée, puis l'étage, puis le grenier, puis le sous-sol. Personne. Enfin,
Frank se souvint qu'il avait oublié une pièce du rez-de-chaussée, une sorte de salon donnant sur l'avant de la propriété, avec des fenêtres sur la rue et un petit placard sur le côté. Il y retourna donc. En entrant, il vit immédiatement un message tracé sur le mur à la mousse à raser. « Épouse-moi ». Frank s'approcha pour mieux regarder, et pendant qu'il fixait ces mots, il entendit un bruit venant du placard de la pièce. Il se retourna. Les portes du placard étaient ouvertes, mais l'intérieur était plongé dans l'ombre. Et de cette obscurité sortit un homme. Il portait une robe, la robe de la femme morte de Frank. Son visage était maquillé comme celui d'un clown, et dans sa main il tenait une hachette. L'homme regarda Frank, puis les filles, et dit calmement « Toi et les filles, montez à l'étage. » À cet instant, Frank n'hésita pas. Il se plaça immédiatement entre cet homme et ses filles, et leur ordonna de courir vers la première chambre qu'elles trouveraient en haut. Les 3 filles montèrent l'escalier en trombe. Frank recula devant l'intrus pour rester entre lui et elle, pendant que l'homme avançait, toujours armé de sa hachette. Les filles entrèrent dans une chambre. Frank les suivit, referma violemment la porte sur lui et la bloqua de tout son poids au moment même où l'intrus tentait d'entrer. Une lutte féroce commença entre les 2 hommes, de part et d'autre de la porte. Et pendant ce chaos, Tina prit une décision désespérée. Elle courut vers la fenêtre de la chambre et sauta du 2e étage. Elle s'écrasa au sol, se releva puis courut chez le voisin aussi vite qu'elle le put. Elle frappa à sa porte en criant qu'il y avait quelqu'un dans leur maison. Cette fois, le voisin comprit immédiatement que c'était sérieux. Il appela la police. Quand les officiers arrivèrent, Frank se penchait par la fenêtre de la chambre criant qu'un homme était dans la maison, qu'il venait juste d'être à leur porte mais qu'il avait disparu. Les policiers installèrent une échelle, firent descendre Frank et les 2 autres filles, puis mirent toute la famille à l'abri chez le voisin. Ensuite, ils entrèrent dans la maison, armes au poing. Ils fouillèrent tout. Et, une fois encore, ils ne trouvèrent personne. La seule chose qu'ils découvrirent, c'était une hachette posée près de la porte coulissante à l'arrière de la maison, et la porte était légèrement entr'ouverte. Les policiers en conclurent que l'intrus avait dû s'échapper par là. Ils expliquèrent à Frank qu'ils n'avaient pas vu eux-mêmes l'homme qu'ils décrivaient, et qu'ils allaient désormais surveiller la propriété en permanence et lancer une enquête pour tenter de l'identifier. En attendant, ils lui demandèrent de ne pas retourner vivre chez lui avec ses filles, et de loger ailleurs pendant quelque temps. Frank accepta. Lui et ses filles allèrent donc chez des amis pendant que la police mettait la maison sous surveillance. Pendant 2 jours, rien ne se passa. Aucun mouvement, aucun suspect, rien de solide. Puis, 48 heures après cette nuit d'horreur, Frank décida de revenir brièvement chez lui pour récupérer quelques affaires de toilette et des vêtements. Il y retourna seul et en plein jour. Il s'attendait à voir un policier devant la maison, mais lorsqu'il arriva, il ne vit personne. Cela lui parut étrange, mais il continua. En marchant vers la porte, il crut apercevoir du coin de l'œil quelqu'un bouger à l'étage. Quand il leva les yeux, il n'y avait plus personne. Pensant qu'un policier se trouvait peut-être à l'intérieur, il préféra aller appeler avant d'entrer. Il se rendit donc chez le voisin et contacta la police. On lui répondit qu'aucun agent ne se trouvait dans sa maison. On lui expliqua qu'il avait sans doute débarqué pendant une relève entre 2 officiers et qu'un autre agent devait arriver d'une minute à l'autre. On lui conseilla d'attendre et de demander aux policiers de vérifier la maison avant d'y entrer. Frank raccrocha et ressortit, et cette fois, une voiture de police était bien là. Il expliqua la situation à l'agent, qui lui assura que personne n'était entré dans la maison depuis le début de la surveillance, à part peut-être pendant de très courtes relèves. Mais pour le rassurer, il accepta d'aller faire un tour à l'intérieur. L'agent ouvrit la porte. Et ce qu'il vit dépassait l'entendement. Au rez-de-chaussée, des pièces de monnaie avaient été collées au plafond. Les meubles avaient été déplacés et empilés dans d'étranges arrangements. Des verres de champagne étaient posés un peu partout. Et surtout, des couteaux de cuisine avaient été plantés dans des photos de famille accrochées au mur. Chaque couteau traversait le visage de Tina ou de Karen, et au-dessus de ces photos étaient inscrites des menaces. « Je vais te tuer, Tina. Je vais te tuer, Karen. » L'agent battit immédiatement en retraite et appela des renforts. Cette fois, la police ne doutait plus de rien,
Quelqu'un se trouvait peut-être encore là ou avait trouvé un moyen impossible d'entrer et de sortir sans être vu. Ils retournèrent la maison entière, sans rien trouver. Et ce qui rendait la chose encore plus déroutante, c'est qu'il avait neigé. Avant d'entrer, les policiers avaient inspecté tout le terrain. Il n'y avait aucune trace de pas menant à la maison ou s'en éloignant. Après des heures de recherches infructueuses, quelques officiers finirent dans le sous-sol, à discuter, épuisés et incapables de comprendre ce qu'ils avaient raté. L'un d'eux s'appuya machinalement contre la machine à laver, et soudain, celle-ci bougea. Cela dégagea un espace derrière la machine. L'agent braqua sa lampe dans l'ouverture. Il y avait un trou. Un tunnel creusé à l'intérieur même de la structure de la maison, serpentant jusqu'à un coin sombre. L'officier éclaira plus loin, et là, tapis dans l'obscurité, accroupi, une hachette posée sur l'épaule, vêtue d'une robe, il y avait Danny Laplante. Danny Laplante avait 16 ans. Quand les policiers l'ont extrait de ce tunnel, caché dans le mur de la maison des Bowen, ils ont commencé à reconstituer ce qui venait de se passer. Et ce qu'ils ont découvert dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. 6 mois plus tôt, Danny avait croisé Tina Bowen. Ils fréquentaient le même établissement scolaire, ou du moins, ils évoluaient dans le même environnement. Dans l'esprit de Danny, quelque chose s'était passé. Il s'était convaincu qu'il avait un lien avec elle, une forme d'intérêt amoureux, et il s'était aussi convaincu qu'elle l'avait rejeté. Mais Tina, elle, ne se souvenait même pas de lui. Pour Danny, ce rejet, réel ou imaginaire, avait été suffisant. Il avait décidé d'entrer dans sa vie, littéralement. Il avait cambriolé la maison des Bowen, puis à l'intérieur, il avait commencé à creuser, dans les murs. Petit à petit, il avait aménagé un réseau de tunnels dans la structure même de la maison, un labyrinthe étroit, invisible, un endroit d'où il pouvait observer, écouter et attendre. Pendant 6 mois, Danny Laplante avait vécu dans les murs de cette maison. Il ne pouvait pas accéder partout sans sortir, mais depuis le sous-sol et certaines parties du rez-de-chaussée, il pouvait circuler discrètement. Et quand il avait besoin d'aller ailleurs, il sortait, silencieusement, alors que la famille était là, dans la maison, en train de vivre, sans savoir qu'ils étaient observés. Pendant 6 mois, il les a espionnés, jour et nuit, sans jamais être découverts. Et puis un soir, les filles ont sorti la planche de Ouija. Depuis les murs du sous-sol, Danny avait tout vu, tout entendu, leur douleur, leur désir de parler à leur mère, leur espoir. Et il avait vu là une opportunité. Quand les filles ont entendu les premiers coups, ce n'était pas un esprit, c'était lui. C'est lui qui tapait, qui répondait, qui imitait leur mère. Et quand leur père était là, il s'arrêtait, juste assez pour que Frank pense que tout venait de l'imagination de ses filles. Puis, lentement et progressivement, il a changé de stratégie. Ce n'était plus un contact avec leur mère, c'était devenu un jeu cruel. Il commença à taper à toute heure, à se déplacer dans la maison, à sortir des murs pendant la nuit, à se glisser dans leur chambre, à tapoter sous leur lit, dans leur placard, juste assez pour les terrifier. Puis, disparaître avant que leur père n'arrive. Tout ce que les filles avaient vécu était réel et pas surnaturel. C'était pire. Quand il a écrit sur les murs, quand il a déplacé les objets, quand il s'est déguisé avec la robe de leur mère, tout cela faisait partie d'une escalade. Et cette nuit-là, avec la hachette, il ne jouait plus. Les enquêteurs sont convaincus d'une chose. S'il avait réussi à enfermer la famille dans cette chambre, il les aurait tués. Et si Tina n'avait pas sauté par la fenêtre, si Frank n'avait pas tenu la porte, il ne serait probablement pas en vie. Danny a été arrêté, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 10 mois plus tard, en attente de son procès, il a été libéré sous caution. Et une fois libre, il a recommencé. Il s'est introduit dans une autre maison, celle de la famille Gustafson, dans le Massachusetts. Et cette fois, personne n'a survécu. Danny Laplante a assassiné 3 personnes, sans raison claire, sans provocation, juste parce qu'il en avait envie. Aujourd'hui, Danny Laplante est toujours en vie, mais il purge plusieurs peines de prison à perpétuité.
Et lors d'une de ses plus récentes demandes de libération conditionnelle, des experts qui l'ont examiné l'ont désigné comme l'un des individus les plus psychopathes du système carcéral américain. Ce qui rend cette histoire vraiment terrifiante, ce n'est pas la planche de Ouija, ni les coups dans les murs, ni les messages. C'est le fait que pendant tout ce temps, il n'y avait jamais eu de fantôme. Juste quelqu'un qui vivait là, à quelques centimètres de ses victimes, à écouter, à les regarder et à attendre. So. Hold on. Investigate the smoke nearby. Oh, hello! Press H to interact. Impale the skeleton. The dry desert woods have mummified this poor wretch. Dang. Whee! Animals, I personally find it more interesting when we just see the butt like glances like that, you know, rather than just exposed. Just a little bit every now and then. It's too much, you get tired of it. Hello? Sprint, jump, climb, interact, tug, inventory. Yeah, mystery is sexy. What's this? Crafting? Wait, we can have followers sick. Attributes? Okay. Strength? Do we have anything? Yes, we have one. Did you guys hear that? No, I'm not. Fluffy.